Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 8 avril 2023. Dans les actualités de ce jour, faits divers pour commencer. Younou Jaffar, un bandit réputé qui avait déjà été incarcéré pendant 20 ans pour kidnapping et attaque à main armée, est mort tué par balle par ses complices hier. Il avait été emmené à Fiadalana pour enquête sur une tentative de kidnapping et devait être ramené à Tiafa après l'enquête quand deux personnes en moto a barré la route et a tiré sur le véhicule de gendarmes qui le transportait, tentant de faire évader Jaffar des mains des forces de l'ordre. Résultat, un gendarme chauffeur a été blessé par balle durant cet affrontement. Les détails avec Mervolat Sferen et Bras Denilson. La brigade de recherche pénale a reçu des informations venant d'un co-détenu de Jaffar à Tiafa. Des informations selon lesquelles Jaffar et ses complices tentaient de kidnapper un ressortissant indien. Les gendarmes ont alors procédé à l'enquête et Jaffar avait admis les faits tout en montrant les lieux à Kadefadzur Bevalal où des armes avaient déjà été préparées et qui devaient servir lors du passage à l'acte. Il y avait entre autres des calaches FAC, des pistolets et 49 balles. Après l'enquête, Younou Jaffar devait être ramené à Tiafa. Mais hier, vers 22h sur la RN7, le convoi de gendarmes qui le transportait est tombé sur deux bandits sur une moto, tentant de faire évader le prisonnier. Un gendarme qui conduisait le véhicule a été blessé, tandis que Jaffar, sous les balles de ses complices, touchait à la tête. Il est à rappeler que Jaffar avait déjà été incarcéré depuis 2003 pour des faits de kidnapping et d'attaque à main armée. Concernant le gendarme qui avait été blessé, il a été opéré et la balle a été extraite de son corps. La recherche de ces bandits se poursuit si les armes et la moto qu'ils avaient utilisées ont été retrouvées. Restons toujours au niveau des forces de l'ordre. L'usine militaire sous la houlette du ministère de la Défense nationale a reçu des véhicules 4x4 et des matériels pour la destruction d'armes. Ces dons des organisations des Nations Unies ont été remis officiellement hier au ministère de la Défense nationale. Le ministre a renforcé que ces matériels sont nécessaires pour pouvoir détruire les armes illégales fabriquées dans le pays, mais aussi les armes qui arrivent illicitement à Madagascar. C'est Charan Genassi nous en dit plus. Ces matériels ont été reçus dans le cadre du traité sur le commerce des armes qui a été validé au sein de l'Organisation des Nations Unies en 2015. Ces matériels sont constitués de véhicules 4x4 et de matériel pour la destruction d'armes. Cet accord signé et appliqué à Madagascar depuis 2016 invite tous les pays membres de l'ONU à lutter contre la propagation des armes illégales. En cette année 2023, plus de 105 pays ont signé cet accord. Et depuis 2017 à ce jour, Madagascar applique la stratégie visant la destruction de toutes les armes illégales sur le continent africain à travers le projet Faire taire les armes, stratégie qui a également permis la tenue du mois de l'amnistie. La suppression de ces armes aide également l'armée et la police nationale dans leur mission de sécurisation selon les explications. Cela concorde également avec le premier vélin du président de la République, qui est la mise en place de la sécurité dans toute l'île. Ces matériels ont été octroyés à l'usine militaire de Mouramin, qui se chargera de la coordination de son utilisation. Et face aux divers cas d'insécurité qui se manifestent depuis quelque temps, le ministre de la Défense nationale a affirmé que des opérations sont déjà menées pour restaurer la sécurité dans le pays. Les forces de l'ordre composées des éléments de l'armée, de la police et de la gendarmerie se donnent la main à cet effet. La restauration de la sécurité est primordiale et sera fait plus vite, surtout dans les endroits qualifiés de zones rouges, selon les explications du général Zousour Akotwardzone, ministre de la Défense nationale. Dans un tout autre sujet à présent, page sociale. En ce dernier trimestre, avant les examens officiels, les élèves sont en pleine préparation. Les matières scientifiques, mais aussi l'histoire et la géographie sont les plus difficiles selon les élèves que nos journalistes ont croisés aujourd'hui. Pour les mathématiques en particulier, c'est la maîtrise des fondamentaux qui est la clé de la réussite aux examens, selon un professeur. Reportage signé Mervolat Sferen et Bras Denilson. L'histoire, la géographie et les mathématiques, ce sont les matières dont les connaissances ont besoin d'être renforcées en cet avant-dernier trimestre, selon les élèves que nous avions croisés aujourd'hui. Les professeurs ont souligné que bon nombre des élèves ne maîtrisent pas les mathématiques.
La maîtrise des fondamentaux est la clé de la réussite dans cette matière, selon ce professeur de mathématiques. Et dans le cadre de la préparation des examens, justement, l'association SFM octroie des cours gratuits aux élèves afin de les aider, des cours gratuits tenus cette fois dans l'année, notamment pour les mathématiques et la philosophie, pour les élèves qui vont passer le BEPC et le bac. Il est à rappeler que l'examen officiel du BEPC se tiendra du 3 au 6 juillet prochain si les examens du baccalauréat général sont prévus du 17 au 21 juillet. Page santé. À présent, les maladies cardiaques sont parmi les maladies classées comme mortelles. Le traitement de cette maladie est encore délicat dans le pays car outre la cherté des médicaments, bon nombre des traitements n'existent pas encore à Madagascar. La maladie cardiaque peut être évitée à travers des traitements des maladies qui en sont à l'origine selon un médecin. Reportage de Felanara Koutarsoul. Une maladie cardiaque est en général causée par des affections sous-jacentes. La plupart des personnes qui sont atteintes de maladies cardiaques ont ces affections sous-jacentes, selon les explications d'un médecin que nous avions interrogé aujourd'hui. On peut pourtant éviter ces maladies cardiaques à travers le traitement de ces affections sous-jacentes, selon les explications. À cet effet, une association privée a organisé une séance de dépistage gratuite des maladies cardiaques aujourd'hui à Njalanch. Environ 200 personnes ont bénéficié de soins gratuits également. Cette initiative se poursuivra mardi et vendredi à Touliard, selon les explications. Et dans l'actualité sportive de ce soir, l'organisation de divers tournois aide les dirigeants des clubs de football au sein de la structure fédérale, notamment dans la préparation de la relève. Ainsi, des dirigeants se réjouissent de la tenue du tournoi U17 dénommé Viva Football, organisé par Viva. Ce tournoi débutera mardi prochain et la Ligue d'Alamanque de football prendra en charge le volet technique. Cette collaboration a été renforcée par le président de cette ligue, qui a offert des ballons de match à utiliser lors de ce tournoi aujourd'hui. Dans les actualités internationales de ce soir, en Tunisie, les départs en mer se multiplient avec une augmentation de 226% par rapport à la même période l'année passée, selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les Tunisiens ainsi que des migrants subsahariens sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée, notamment depuis la ville de Sfax, dans l'est du pays, devenue la plaque tournante des départs vers l'Europe. France 24 nous en dit plus. De nuit comme de jour, les gardes-côtes tunisiens traquent les bateaux de migrants en mer. Les interceptions sont souvent compliquées, les migrants ne voulant pas quitter leur embarcation. Cette nuit-là, 9 bateaux d'une trentaine de personnes chacun ont été interceptés. Des chiffres records alors que la haute saison des départs n'a pas encore commencé. En début de matinée, nous croisons un bateau de Tunisiens qui a été aussi intercepté. L'un des passagers qui a emmené son enfant avec lui accepte de nous parler. Je suis parti parce que je n'ai plus les moyens de vivre ici avec l'inflation. Je n'arrive plus à payer mon loyer. Je passe mon temps à courir du matin au soir pour travailler et je gagne à peine de quoi survivre. C'est ma 3e tentative et je vais réessayer dès que je peux. Après les propos polémiques du président Kais Saied en février, de nombreux migrants subsahariens ont également précipité leur départ en mer, ayant perdu leur travail et leur logement. À Sfax, nous rencontrons Elki, ivoirienne, rescapée d'un naufrage en mars. Mon mari il a perdu le travail. C'est pour cela, l'économie petite qu'on avait, on veut partir, quitter ici. Elki a perdu son fils et son mari dans le naufrage. Aujourd'hui, encore sous le choc, elle ne sait pas où aller. Si moi je vais rentrer maintenant, la famille n'a rien. Tu as fait 6 ans ici. Toi aussi, tu n'as rien envoyé au pays. Tu vas aller dire quoi? Actuellement, la Tunisie a de plus en plus de mal à contrôler les flux migratoires dans le pays et les départs vers l'Italie. Avec la crise économique actuelle, la Tunisie ne peut pas gérer la question migratoire. D'ailleurs, vous le voyez, tout repose sur les associations. À Sfax, vous n'avez même pas un centre pour placer provisoirement les migrants interceptés en mer. C'est d'ailleurs pour cela que la garde maritime les relâche. Au port de Sfax, nous retrouvons le bateau de la garde nationale qui a intercepté près de 300 migrants en une nuit. Une fois arrivés au port, tous sont relâchés. Parmi eux, nombreux sont ceux qui retenteront une traversée dès que possible.
Aux États-Unis, l'autorisation de mise sur le marché d'une pilule abortive a été retirée hier par un juge fédéral du Texas. Une décision qui ne s'applique pas avant une semaine, laissant le temps au gouvernement fédéral de faire appel. France 24. C'est un médicament utilisé par 1 demi-million d'Américaines chaque année pour avorter. Le mifepristone, une pilule abortive agréée depuis plus de 20 ans aux États-Unis et dont l'accès est désormais menacé. Vendredi, un juge conservateur a ordonné la suspension de sa vente dans tout le pays. Il accuse les autorités qui ont mis sur le marché la pilule. Il y a des preuves que l'Agence américaine des médicaments a fait face à d'intenses pressions politiques pour renoncer à ses précautions de sécurité afin de promouvoir l'objectif politique d'élargir le droit à l'avortement. Comme c'est un juge fédéral, en théorie, l'interdiction peut s'appliquer à l'ensemble du pays, y compris dans les États protégeant le droit à avorter. Réaction immédiate de l'exécutif démocrate, Joe Biden s'est dit déterminé à combattre cette décision, tout comme sa vice-présidente. Avec le président, nous allons nous tenir aux côtés des femmes américaines et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elles puissent prendre leurs propres décisions concernant leur santé. C'est aux femmes de décider et non au gouvernement. Le ministre de la Justice va faire appel. Le jugement final serait donc rendu par la Cour suprême des États-Unis. Majoritairement conservatrice depuis les nominations sous la présidence de Donald Trump, c'est déjà elle qui avait rendu une décision limitant le droit à l'avortement il y a 1 an. Toujours aux États-Unis, 2 élus démocrates du Tennessee qui avaient manifesté il y a une semaine pour un meilleur encadrement des armes à feu ont été exclus du Parlement de cet État. Une mesure rare dénoncée comme un acte raciste et condamnée par la Maison-Blanche. Toujours un reportage de France 24. Oui, absolument. Justin Jones et Justin Pearson, ce sont les noms de ces 2 élus du Tennessee qui, par un vote de leurs collègues, ont tout simplement été démis de leur mandat pour avoir exprimé, dans le cadre d'une manifestation, leur volonté de réformer la législation sur les armes dans le Tennessee. Rappelons, vous l'avez dit, que ces manifestations s'inscrivaient dans le cadre de ce drame atroce qui a frappé encore une fois une école chrétienne de Nashville fin mars. Une nouvelle tuerie de masse, comme seule l'Amérique en a le secret. Il est reproché à ces 2 anciens élus donc d'avoir pris part à une manifestation dans le Capitole du Tennessee, une manifestation qui n'était pas interdite et qui visait à interpeller les élus de l'État alors qu'ils étaient réunis en session parlementaire. La minorité démocrate du Tennessee, qui ne parvient que difficilement à obtenir une représentation à Nashville, accuse le coup sans qu'il ne soit juridiquement possible, à ce stade en tout cas, d'obtenir une quelconque forme de recours. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Un peu plus d'1 semaine après ce nouveau drame qui démontre encore une fois l'impuissance de l'Amérique à protéger ses enfants jusqu'au cœur de ses écoles, voilà que ce sont non plus seulement les associations qui militent contre la prolifération des armes aux États-Unis qui sont attaquées, mais désormais les élus. Des élus qui, et on le comprend, se croyaient pourtant protégés par l'expression populaire et leur mandat, et ce, même dans cet État du Tennessee, réputé très conservateur, comme on le sait. On l'a dit, l'exclusion de Justin Jones et Justin Pearson est une mesure tout à fait exceptionnelle, puisque dans l'histoire de l'État, cela n'est arrivé qu'à 2 reprises, en 1980 et en 2016, et concrètement jamais pour des raisons politiques, mais toujours pour des raisons pénales. Le Tennessee, qui passe déjà pour l'un des États les plus touchés par le gerrymandering, vous savez, ce procédé politique qui gangrène la démocratie américaine et qui consiste en un découpage partisan de la carte électorale. Ce procédé garantit déjà aux républicains un contrôle total de l'État et une sous-représentation des minorités. Désormais, pour les élus démocrates du Tennessee, il est clair que le fait d'exprimer des idées à contre-courant de celles de la majorité républicaine constitue un risque, ni plus ni moins, le risque de voir tout simplement leur mandat annulé. Alors bien sûr, cet épisode choque jusqu'à Washington, vous l'avez dit, mais aucune instance fédérale ne peut concrètement arbitrer puisque ces mesures relèvent de la compétence des institutions de l'État du Tennessee. Facteur aggravant, le sujet de la législation sur les armes est d'une sensibilité extrême dans ce sud américain profond qui, après la mort de 6 personnes, pourtant dont 3 enfants de moins de 9 ans il y a quelques jours,
considère concrètement que les armes ne sont pas le problème, mais au contraire la solution. Même le gouverneur du Tennessee déclare aujourd'hui que ce sont bien les armes qui ont stoppé le tireur de l'école chrétienne de Covenant à Nashville il y a quelques jours. Alors bien sûr, on l'a dit, ce nouvel épisode va relancer le débat ici à Capitol Hill, mais au sein d'un congrès dont la Chambre basse est à majorité républicaine, comme on sait, et qui ne constitue donc clairement pas d'espoir de voir réformer la législation sur les armes aux États-Unis, puisque même quand il était à majorité démocrate, l'administration Biden n'est jamais parvenue à faire évoluer les textes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Sur ce, très bonne continuation sur notre chaîne. N'oubliez pas, dans quelques minutes, vous allez suivre votre film Paul Apostle of Christ. Sur ce, très bonne continuation et très bon week-end pascal à tous sur Viva. Au revoir.